On est dans le déni de la réalité, c'est ce qu'on appelle une idéologie. Moi, je ne parlerai même pas de loi naturelle ou pas, c'est la réalité. Il n'y a pas d'enfant s'il n'y a pas l'union. Alors aujourd'hui, elle peut se faire en dehors du corps humain dans la fécondation in vitro, mais s'il n'y a pas l'union de l'homme ou de la femme ou de ce support, disons, physique que sont les gamètes sexuels. Et ces gamètes sexuels, ils ne sont pas sortis de nulle part. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact. Donc déjà, merci parce que ça va faire 2 mois que la chaîne existe et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Impact, vous l'aurez compris, c'est donner la parole à des personnalités qui sont engagées dans la cité, qui agissent pour faire évoluer, faire progresser évidemment la France et dans le bon sens. Donc on a, grâce à vous, grâce à votre soutien, des invités très prestigieux. C'est également le cas de notre invité aujourd'hui. Alors avant de vous en dire plus, je vous invite de fait à vous abonner à la chaîne, à aimer, partager un maximum, commenter évidemment parce que on veut savoir ce que vous pensez de ce format, des invités que l'on reçoit. Si vous avez des suggestions également, n'hésitez pas. C'est votre format Impact, donc appropriez-le vous. Aujourd'hui, je vous le disais, on reçoit une personne qui m'est chère, donc Ludovine de La Rochère, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué à mon engagement dans la cité. Pour les plus jeunes d'entre nous, ça ne doit pas forcément vous rappeler, enfin vous étiez un peu jeune quand c'est arrivé, mais la Manif pour tous a changé le paysage politique français, je tiens à le dire. Et donc aujourd'hui, Ludovine, tu es patronne du syndicat de la famille, qui est devenu en fait... qui était à l'origine de la Manif pour tous et qui a évolué. Donc tu pourras nous dire un petit peu plus sur les thèmes, les combats que vous menez aujourd'hui. Donc il y a eu une prise de fonction, je crois, en 2013 de la Manif pour tous, donc au cœur du magma de toute cette actualité autour de l'époque, à l'époque du mariage homosexuel. Je voulais déjà te remercier d'avoir accepté de venir témoigner de ton expérience, parce que c'est quand même ça a quand même mobilisé des foules énormes. La Manif pour tous, c'était plusieurs centaines de milliers, voire millions de personnes qui ont marché dans la rue. Est-ce que tu peux nous raconter du coup comment ça s'est passé à l'époque, ta prise de fonction, parce que ça devait être quand même assez dynamique, assez fou comme environnement. Et puis nous raconter un peu quelle était l'ambiance et puis les défis peut-être que tu as pu rencontrer. Alors effectivement, on a créé à 3 la Manif pour tous en octobre 2012 parce que François Hollande avait annoncé dans ses promesses de campagne qu'il légaliserait le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe, ce qui nous paraissait, et ce qui me paraît toujours d'ailleurs, absolument invraisemblable. Et il a été élu fin mai, il y a eu les législatives, et puis dès les premiers jours de septembre, donc tout de suite, dès le début de son quinquennat, il a lancé le projet avec la présentation du projet de loi, qu'on a appelé le projet de loi Taubira, présenté par Madame Taubira dans les colonnes du quotidien La Croix. Et on a bien compris qu'il voulait aller très vite, et que la seule chose qu'on pouvait faire pour tenter pour dénoncer et tenter d'empêcher la légalisation du mariage et l'adoption pour les couples de même sexe, c'était de descendre dans la rue. Et évidemment, on espérait bien que ce serait massif, mais on n'en savait rien en fait. Mais il n'y avait pas d'autres possibilités. On n'avait pas le temps de faire du décryptage, de l'argumentaire, des relations publiques, d'aller voir tous les députés, tous les sénateurs, parce que ça, c'est un travail de longue haleine. Et donc, fin octobre, je pense, 2012, on a lancé des dates de mobilisation pour Paris et d'autres grandes villes, et les premières ont eu lieu le 17 novembre 2012. Et on était donc 3 fondateurs, Frigide Barjot qui était la porte-parole, moi je dirigeais l'ensemble du mouvement, et Albéric Dumont était l'organisateur remarquable, exceptionnel, des jours J de manifestation. Donc chacun avait un rôle bien défini. On a été rejoints très vite, c'était extraordinaire. Chaque jour, on avait des volontaires qui se présentaient, qui arrivaient. Les uns proposaient de faire un site internet, les autres voulaient aller tracter. On a pu couvrir très très vite tous les arrondissements de Paris, puis toutes les villes concernées par l'appel à venir
aux toutes premières manifestations. Et puis certains sont arrivés pour nous aider dans les relations presse, et puis d'autres pour les réseaux sociaux. Et c'est monté extrêmement vite. Tu as été surprise à ce moment-là de la manière dont l'ampleur que ça a pris ? Alors, le grand suspense pendant plusieurs semaines, pour nous, ça a été le succès ou pas, et quelle ampleur donc de la première manifestation à Paris et aussi dans les autres villes le 17 novembre 2012. Et alors, le 17 novembre 2012, on avait pas un rond, mais vraiment pas un rond. On a imprimé des tracts qu'on avait littéralement fait avec Word. Ils étaient vraiment pas beaux. Et on les a imprimés, j'allais dire, avec nos découverts. Frigide et moi, on était fauchés toutes les deux, avec des enfants, la vie d'un jeune parent. Et Albéric, il était étudiant. Donc on n'avait pas beaucoup de tracts, mais enfin, on a fait ce qu'on a pu. Et puis, les volontaires, chacun y a mis un petit peu de sa poche. Et puis, on avait donc... Alors, ce qu'on savait grâce à Albéric, parce qu'Albéric, il était passionné par les événements de rue, et donc il avait suivi des manifs, lui, depuis très longtemps. Il a été volontaire à d'autres occasions. Et il y avait une chose, c'est qu'il savait qu'on pouvait commander quelques camions et quelques éléments pour avoir de la sonorisation, des talkie-walkie pour la sécurité. Ça, c'est un élément très important. On pouvait appeler à don pendant la manif et pour payer après ce que nous devions payer. Autrement, on n'aurait jamais pu se lancer. C'est parce qu'il savait ça que c'était possible. Mais par exemple, donc cette toute première manif, on est arrivé avec notre banderole. Moi, j'étais en plein milieu de la banderole, mais discrètement, puisque moi, mon rôle, c'était pas du tout le porte-parole là. C'était vraiment mobiliser et assumer l'ensemble du fonctionnement. Et on entendait du monde derrière nous, donc qui sortait du métro d'Enfer Rochereau. Et par vague, en fait. Par vague, c'était incroyable. Et quand on a vu que la place était pleine bien avant l'heure annoncée du début de la manif, voilà. Ah, génial, avec soulagement et se dire que la mayonnaise a pris. Quoi. Les tout derniers jours, on s'était dit qu'a priori, on en parlait beaucoup, les médias en avaient parlé. On était plutôt optimistes. Et c'était très, très drôle parce qu'Albéric me disait je pense qu'on va peut-être avoir, j'ai oublié quel chiffre il avait en tête, il espérait avoir 15 000 personnes, ça lui paraissait déjà énorme. Il était soucieux parce qu'on allait manquer, il n'y aurait pas assez de camions pour sonoriser l'ensemble. Et moi, je n'osais pas lui dire, il était assez stressé, je n'osais pas lui dire qu'à mon avis, c'était beaucoup plus que 15 ou 20 000 personnes qui seraient là et qu'on n'en était plus à savoir si nos 4 ou 5 petits camions suffiraient parce que de toute façon, ça allait être très large. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, donc... et puis, à partir de là, ça a suivi son cours, en effet, en prenant sans cesse davantage d'ampleur. Mais on n'avait tellement rien. La toute première manif, on avait des talkie-walkie, ce qui est extrêmement important pour assurer la sécurité. Nos talkie-walkie ne marchaient même pas. Ah d'accord. Donc, c'est compliqué dans ce cas-là. Vous n'aviez pas de subvention à l'époque? Vous aviez une structure juridique qui existait? Alors, il faut toujours créer une structure juridique quand on a besoin de commander et de passer des commandes et donc de payer quelques factures. Donc, on avait créé la SOS en octobre. Et... voilà, mais tout ça c'était des bouts de ficelle en fait. Mais on voulait être très professionnel parce qu'on défendait une cause et on défend toujours une cause extrêmement importante. Il fallait donner envie de nous rejoindre. Il fallait être festif, heureux, fier de ce qu'on défend. Ça, c'était très important pour nous. C'est pour ça qu'on voulait avoir de la sono, c'est pour ça qu'on voulait avoir des banderoles. Tout ça a été millimétré. Mais vraiment avec la bonne volonté de chacun. Et d'ailleurs, quant aux subventions, nous n'en avons jamais eu, ni au début, on n'est même pas reconnu d'intérêt général, contrairement à toutes les associations militantes qui défendent le contraire de ce. Donc aujourd'hui encore, le syndicat de la famille ne perçoit pas de subventions ? Aucune subvention, et nous avons même des tas d'empêchements et de contraintes et de difficultés administratives de tous les côtés. Bien sûr, faire de sorte de entraver votre action ou vos activités de manière administrative. Alors on trouve des manières de faire et de s'en sortir, mais c'est pas facile. Et ça, c'est important de le dire parce que, mais moi, c'est ce que je disais. Là, j'ai eu la chance d'être invité dans la matinale de Frontières là récemment, et en fait, on disait que à droite, enfin, dans le camp national, pour être très large,
pour mettre tout le monde, en tout cas toutes les personnes de bonne volonté, on disait que nous, on avait vraiment l'habitude de faire sans subvention, sans aide de l'État, et surtout avec les moyens du bord. Et pourtant, quels sont les résultats incroyables quand on voit effectivement des grands médias ou des grandes manifestations, des grands événements, des grandes associations qui finalement réussissent à se développer juste avec la force de la conviction et puis de la bonne volonté des gens qui sont là à disposition pour faire évoluer les idées nécessaires pour la France. Et donc je trouve que c'est important de le préciser, c'est-à-dire que parfois on peut avoir souvent dans la nouvelle génération dire bah non mais c'est compliqué, on n'a pas les moyens, etc. Et en fait la preuve, la Manif pour tous, ça a été des centaines de milliers, je le répète, de millions de gens dans la rue, mobilisés derrière ce combat justement de la défense de la famille nucléaire, si je puis dire. Et pourtant ça a été un énorme succès, on va en parler, parce que de fait aujourd'hui la loi a été votée, elle est appliquée. Mais en tout cas, ça vous a pas empêché de réunir autant de gens. Et puis, tous les volontaires qui nous ont aidés, comme nous ne pouvions pas faire appel à des entreprises, à des prestataires, etc., alors si ce n'est pour imprimer des banderoles ou pour avoir des camions sonos, là on est bien obligé. Mais après, il y a un énorme savoir-faire de veille politique législative, de décryptage, de communication, d'élaboration de contenu sur les réseaux sociaux, de vidéos, etc. Et donc ça, c'est un savoir-faire que nos équipes et que les volontaires ont acquis sur le terrain, avec un niveau d'excellence extraordinaire. Et d'ailleurs, sur le plan graphique, par exemple, on a tous les musées d'art graphique sont venus nous voir assez vite et collectionnent tout ce que nous avons créé parce que c'était de très grande qualité. La police pinceau typique de la Manif pour tous que nous avons beaucoup utilisée à certaines périodes, aujourd'hui elle est reprise partout. Il y a eu une excellence, et il y a toujours une excellence et une recherche d'excellence. Et en effet, en faisant, par l'engagement et l'enthousiasme de tous ceux qui défendent, comme nous, le respect des besoins de l'enfant, d'avoir un père et une mère, ou d'être reconnu comme né d'un père et d'une mère. La filiation, bien sûr. C'est le cœur même du sujet. Et ce qui fonde la famille, pour revenir à ce que tu disais, Romain, c'est même pas tant la famille dans laquelle vit le père, la mère et l'enfant. Ce qui est mis en cause, notamment par la loi Taubira, c'est le fait même qu'un enfant est né d'un père et d'une mère, et que dans la mesure du possible, on n'a pas le droit de le priver volontairement de son père ou sa mère. Or, c'est ce qui se joue. Donc, c'est le respect de la réalité humaine, le respect des besoins fondamentaux de l'enfant. Voilà. Après, dans la vie, il y a des enfants, des parents, qui vivent séparément. Mais j'allais dire, la question là, qui se pose à nous et qui se pose toujours, elle est encore plus en amont que le mode de vie. Elle est vraiment le respect et la prise en compte de la réalité de notre humanité, de la conception d'un enfant et de ses besoins les plus fondamentaux. C'est intéressant parce qu'on pourrait presque parler finalement qui a été le cas pendant des siècles et des siècles, mais de droit naturel finalement à cette filiation, c'est-à-dire le fait que, évidemment, il y a toujours des exceptions, mais on ne fait pas de loi pour les exceptions, on fait des lois pour la généralité, pour la globalité. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment là il y a une volonté en fait de nier cette filiation et cette origine de l'être humain qui est effectivement celui d'avoir un père et une mère en réalité. C'est-à-dire qu'on est dans le déni de la réalité, c'est ce qu'on appelle une idéologie. Moi je parlerai même pas de loi naturelle ou pas, c'est la réalité. Il n'y a pas d'enfant s'il n'y a pas l'union. Alors aujourd'hui, elle peut se faire en dehors du corps humain dans la fécondation in vitro, mais s'il n'y a pas l'union de l'homme ou de la femme ou de ce support, disons, physique que sont les gamètes sexuels. Et ces gamètes sexuels, ils ne sont pas sortis de nulle part. Donc il y a toujours un père et une mère sur le plan biologique, mais nous sommes à la fois corps, esprit et cœur, et donc ce qui est valable sur le plan biologique l'est aussi sur le plan psychologique et l'est en fait aussi sur le plan affectif. Or aujourd'hui on est confronté à une idéologie qui prétend que hommes et femmes ne sont que des constructions sociales et culturelles pour assurer la domination de l'homme sur la femme soi-disant, ça n'aurait pas d'importance pour l'enfant et ce serait totalement secondaire que le couple de parents soit deux hommes ou deux femmes ou un père et une mère. Or, pour fonder une famille, pour ce qui est de la procréation, c'est
absolument fondamental parce qu'en réalité, il n'y a pas d'enfant sans un père et une mère. Et ce père et cette mère, l'enfant en a besoin. Il a besoin de savoir qui ils sont, il a besoin de les connaître, si possible, d'être élevé par eux. Et donc, il y a véritablement nécessité, pour se trouver en cohérence avec ce que nous sommes comme êtres humains, de respecter et de prendre en compte la réalité. Et si on ne le fait pas, on rentre dans un trafic, dans un bricolage, bien sûr dans un déni des besoins de l'autre et des plus vulnérables, en l'occurrence l'enfant. Et je pense aussi que nous rendons très malheureux les hommes et les femmes, puisque nous nions que le fait d'être femme ou le fait d'être homme est absolument fondamental à notre être. C'est une part très importante de notre être. Dès le début de notre contestation face au projet de loi Taubira, nous contestions et le fait de vouloir priver un enfant de père ou de mère, puisque le mariage, c'est pour fonder une famille, et c'est même dans le Code civil, hein. C'est parce qu'on s'aime, c'est pour s'aimer, et on s'aime tellement qu'on décide de vivre ensemble toute notre vie, et on décide de réaliser ensemble ce qu'il y a de plus extraordinaire, à savoir avoir des enfants. Alors bien sûr, tout ça est plus ou moins conscient. Enfin, c'est cela le sens du mariage. Mariage civil, on nous l'a dit. Je parle même pas du mariage religieux. Mariage civil, on nous l'a dit, vous créez le cadre idéal, normalement, pour pouvoir élever les enfants. C'est l'objectif du mariage, en fait. Les articles... Alors, bien c'est pas une fin en soi, c'est un moyen, en fait. Il y a des personnes qui se marient à un âge où elles n'auront plus d'enfants. Il y a des personnes qui se marient alors qu'elles... Bien sûr, évidemment. Mais c'est des exceptions... Très inclusive. Et d'ailleurs, dans le Code civil... en effet, les articles qui concernent le mariage évoquent les enfants. Voilà. Et donc, nous contestions le fait que, puisqu'il s'agit du mariage, il allait entraîner la volonté de priver délibérément des enfants de père ou de mère avec l'adoption, qui était entraînée immédiatement par le mariage, avec la PMA sans père, et donc pour les couples de femmes, et avec la gestation pour autrui, pratiquée en particulier par les couples d'hommes, mais pour d'autres raisons aussi par des couples hommes-femmes. Et l'autre aspect fondamental et que nous avons d'emblée dénoncé, c'est la question de l'idéologie du genre, le déni de la différence, le déni de ce que sont l'homme et la femme, le déni de leur différence. L'homme et la femme sont certes égaux, mais ils sont différents, et ça n'est pas contradictoire, c'est une diversité extraordinaire, mais donc le déni de leur différence et de leur complémentarité. Et donc ensuite, c'est tout ce que nous connaissons et tout ce que nous avions annoncé. D'ailleurs, Libération a dit que nous avions raison et que nous avions annoncé les choses. C'est ensuite le transgenrisme, le transactivisme, l'incitation à la fluidité des genres et à transitionner avec toutes les conséquences dramatiques qu'il peut y avoir malheureusement pour les personnes concernées. Oui, en fait, c'était la propagande woke avant l'heure, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des associations LGBT qui, justement, étaient le fer de lance de cette idéologie. Parce que je pense que c'est intéressant de réagir, parce que la Manif pour tous et aujourd'hui le syndicat de la famille, c'est une réaction à cette propagande et à cette avancée idéologique, à ce calendrier en fait idéologique et politique. Mais il y a de fait derrière une idéologie plus ancrée, et donc le wokisme et après derrière évidemment les relais LGBT sont justement je dirais ceux qui font la promotion de cette idéologie-là, justement. Oui, alors en fait, dans le wokisme est un système de pensée qui clive le monde entre dominant et dominé, alors sur la base de la couleur de peau, ou du sexe, ou de l'orientation sexuelle, etc. Et dans le wokisme, l'idéologie du genre en est une large part, et cette idéologie du genre... elle existe et nous la dénonçons depuis toujours, depuis les origines de la Manif pour tous. Et c'est vrai que maintenant, on emploie le terme de wokisme qui renvoie à d'autres... qui renvoie aussi à d'autres aspects. Mais l'idéologie du genre, donc, qui consiste à prétendre que l'homme est dominé par la femme et que la différence entre les deux est complètement artificielle. Et ensuite, il développe ce discours, le wokisme, sur d'autres aspects, la couleur de peau... mais c'est bien ce à quoi on est confronté depuis l'origine. Et d'ailleurs, le wokisme, l'idéologie du genre et plus largement le wokisme, se sont développés, en particulier aux États-Unis, depuis quelques dizaines d'années. Oui. Et nous le dénonçons et nous sommes là, d'une certaine manière, en réaction, malheureusement. Il aurait fallu avoir créé la Manif pour tous beaucoup plus tôt. Parce que si nous nous opposons, c'est parce que nous défendons quelque chose qui est extraordinaire, qui sont l'homme et la femme. C'est absolument fabuleux. Et leur différence est une richesse et une diversité, ce que je disais tout à l'heure, fantastique, une altérité
extrêmement riche, qui n'est pas toujours simple, et les relations hommes-femmes et la possibilité, en somme, de concevoir un enfant et de renouveler les générations, de transmettre, etc. Ouais. Donc, oui, d'une certaine manière, on est en réaction. On a créé le mouvement un peu tard, mais précédemment, parce qu'on défend... Et justement, c'est ça, en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'en réaction de fait, parce que il fallait bien réagir face à ce projet de loi qui est arrivé, mais là où je veux qu'on aille, c'est l'idée selon laquelle, en fait, il y a eu, tu disais, il aurait fallu créer la Manif pour tous des années auparavant. Ou alors, il aurait fallu juste éviter le délitement civilisationnel, des piliers de la civilisation que sont justement les valeurs familiales qui ont traversé les siècles et qui ont justement construit ces civilisations européennes et la France telle qu'on a pu la connaître jusqu'à... Oui, mais il aurait fallu que les générations avant nous aient réalisé le combat extrêmement virulent qui se jouait contre l'être humain, contre l'homme et la femme, la famille. Il ne date pas d'hier. En mai 68, on disait « famille, je vous hais », c'était l'un des slogans. Et pour autant, il n'y a pas eu à ce moment-là d'organisation ou de courant de pensée qui se soit mis à penser ces sujets. C'est-à-dire que moi, je vois bien que, pour faire court, la gauche, depuis des dizaines d'années, a une doctrine très élaborée en matière sociétale. Au cœur de la société, il y a la famille. Alors, il ne faut pas non plus idéaliser la famille. Elle a des défauts, elle peut être dysfonctionnelle. Ce n'est pas une fin en soi, la famille. Mais elle est irremplaçable pour ce qui est de la succession des générations et de l'éducation des enfants. Et donc, elle est cette articulation, elle est aussi, cette articulation entre la personne et le collectif, entre la personne et la société, etc., etc. Or, tout cela n'a pas été pensé par la droite. Là où la gauche a une pensée très développée, très élaborée, une doctrine très anti-famille. Elle considère qu'elle est inégalitaire, elle est injuste, elle est patriarcale, enfin bon, on connaît tout ça par cœur. Et la gauche a créé une analyse et des concepts. Alors le concept de l'identité de genre, par exemple, le concept de la non-binarité, le concept du patriarcat systémique, que sais-je. Qu'est-ce qui les anime ? De l'autre côté, il n'y a pas de pensée, de vision, il n'y a pas de revendication, il n'y a pas d'objectif. C'est exactement ça. Il n'y a rien, c'est le vide, j'allais dire. Mais pourquoi ? C'est un impensé. C'est quoi leur projet à eux et qu'est-ce que nous, du coup, on doit défendre ? C'est ça l'idée. Pourquoi ils font ça ? Pourquoi ça fait 10 ans maintenant, plus de 10 ans que c'est des sujets qui te préoccupent quotidiennement. Quelle est ton analyse, toi, de la raison pour laquelle... Je pense que la raison, c'est que la droite s'intéresse davantage à l'économie et à l'ordre. Oui. Elle n'est pas militante, elle n'est pas dans un combat, notamment parce que la droite, elle a plutôt tendance à vouloir que les choses fonctionnent. Oui. Et à vouloir, sans oser trop l'assumer, garder ce qui est bien. Donc elle n'est pas dans un combat pour faire changer les choses. Plutôt conservatrice. Elle n'est pas dans la création. Alors le mot est un petit peu fort, oui. Mais pour autant c'est bien ça qui Conservation alors, dans ce cas-là. Oui. Des prérequis. Oui, c'est ça. Maintenir, la continuité. Et puis il faut que l'économie marche bien. Et donc quand De Gaulle, alors avec le Conseil national de la résistance, en fait tout cet héritage de la guerre, quand on a mis en place une politique familiale, elle avait un objectif qui était politique et qui était la puissance de la démographie française comme puissance politique. Et donc il n'y avait absolument pas d'approche philosophique de ce qu'est ou n'est pas la famille, de l'importance de la famille pour l'éducation. Et donc, on s'est retrouvé avec une droite qui a mis en place une politique familiale, mais complètement limitée aux allocations familiales et à la fiscalité. Ça s'arrête là. Après, on a ajouté la conciliation vie professionnelle, vie privée, le congé parental, mais on n'a pas pensé. Et donc, face à la volonté de déconstruction, et malgré la volonté de déconstruction en face, eh bien, il n'y a pas eu, et il n'y a toujours pas, ça reste encore un impensé, c'est stupéfiant. Et donc la Manif pour tous est devenue le syndicat de la famille il y a maintenant 1 an et demi, avec cet objectif, bien sûr, de continuer à contester ce qui doit l'être, dénoncer, contester, décrypter, etc. Mais aussi pour élaborer cette vision globale d'une politique, d'une culture de la famille et donc d'une politique en faveur de la famille. Parce qu'on voit très bien que quand la famille va mal, la société va mal. Et quand on voit la violence
endémique dans notre société, la violence qui touche les jeunes de plus en plus jeunes, l'apparition de phénomènes terribles comme le suicide chez les enfants, qui n'existaient pas il y a quelques années et qui maintenant existent, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et bien peu, malheureusement, font le lien entre cette violence, entre l'impossibilité, par exemple, aussi de l'éducation nationale d'instruire. Elle ne peut plus instruire parce qu'elle voit arriver des enfants qui n'ont pas reçu ce qu'ils ont besoin de recevoir pour apprendre à vivre avec les autres, d'abord dans le noyau familial, puis et à la crèche, mettons, puis à l'école, puis en entreprise, dans la société et au-delà. Et encore à la crèche, je fais une petite parenthèse, j'ai 2 enfants en bas âge, 1 an et 2 ans et demi, donc la crèche je connais bien. Et même là, il n'y a aucune structure. Ils sont là, ok, on leur donne le b.a.-ba, enfin le minimum, mais c'est plus que léger, honnêtement. En réalité, je dis ça pour dire que ça fait partie des cercles dont le petit enfant d'aujourd'hui, auquel il appartient petit à petit et qui supposément avec lesquels il doit pouvoir vivre. Mais il n'y a que les parents qui peuvent donner cette capacité. Depuis des années, l'État, pour des raisons idéologiques aussi, cherche à prendre la place des parents. Le féminisme pousse la femme et les parents à aller faire autre chose que de s'occuper de leurs enfants. En partant du principe que s'occuper de ses enfants, c'est l'horreur, c'est dévalorisant, c'est dévalorisé, ça n'a aucun intérêt, c'est la soumission de la femme, etc. etc. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas que les femmes travaillent, mais je dis que... c'est du travail aussi, d'avoir des enfants solides, bien structurés, bien instruits. Considérable et qui mérite d'être énormément valorisé, bien sûr. Absolument. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui ne colle pas. Et donc, l'État s'est dit... l'État a tout organisé pour prendre la place des parents. L'État considère ou considérait qu'il pouvait faire mieux que les parents. Typiquement, il veut faire l'éducation sexuelle des enfants, par exemple. Donc, ça va jusque dans des sujets très intimes. Sauf qu'en fait, à la place, il fait de la propagande. Et on voit bien que ça ne va pas. Et la famille va mal depuis un certain temps en France. Elle est même complètement déconstruite dans tout ce qui la fonde, à travers le déni... de ce que sont l'homme et la femme, donc le père et la mère, et la différence des générations, le rôle de chacun dans la famille, etc. Et donc, la société va mal. Et c'est un sujet majeur. Et bien sûr aussi, la chute de la natalité très grave n'est pas non plus le fruit du hasard. Bien sûr. Elle est notamment le résultat d'un individualisme assez incroyable. Donc, il y a tout un ensemble de sujets très imbriqués les uns dans les autres, sur lesquels il faut agir, il faut lutter contre, mais il faut aussi développer, expliquer, présenter, travailler, élaborer et élaborer aussi des propositions pour changer les choses. C'est extraordinaire parce qu'effectivement, et merci de pouvoir développer la vision, cette vision-là justement des carences de la société liées à la construction de la famille. Effectivement, moi ce que je trouve intéressant, c'est le fait que on voit que tous ces sujets s'imbriquent. Et donc, moi, ce que j'aimerais comprendre, si on peut creuser encore un petit peu plus votre vision. Donc, aujourd'hui, on voit qu'effectivement, il y a énormément de propagande. Il y a une volonté de détruire, de dénigrer le rôle de la femme en tant que mère. En fait, c'est pas le rôle de la femme, c'est le rôle de mère. Alors que Dieu sait que la patrie est reconnaissante du travail qui est fait par toutes ces mères qui peuvent élever leurs enfants. Moi aussi, en tant que père, j'ai mon rôle que je prends très à cœur et que voilà. Et enfin, j'en serais presque ému parce que mes enfants, c'est ce que j'ai plus précieux au monde. Et d'ailleurs, je trouve que ça se fait de manière très complémentaire et très intelligente. Quand on parle de l'expression bonne intelligente, c'est absolument extraordinaire. C'est une petite nation. C'est assez incroyable. Et même nous, parents, il y a l'homme exactement. Et la femme, et il y a les parents et l'enfant, il y a les générations. Et on voit, ceux qui ont des enfants, ceux qui n'en avaient pas et qui en ont, on voit tout de suite la différence et l'état d'esprit qui évolue. Mais j'évoquais la maternité en particulier parce que la primo-éducation, vraiment la première éducation où le père et la mère ont bien un rôle à jouer, est absolument fondamentale. S'il n'y a pas eu cette primo-éducation, la suite est très compliquée. D'une part, c'est pas irrattrapable, mais c'est très compliqué. Et d'autre part, la paternité est très déconsidérée. On le voit très bien avec la PMA sans père qui a été légalisée en 2021. Pour autant, c'est la maternité qui, depuis des dizaines d'années, est très mal perçue. Je ne sais pas si vous vous rappelez Simone de Beauvoir, l'enfant attendu est un parasite. La maternité est mal vue, mal aimée, dépréciée. Et ce mouvement-là est plus ancien, lié à un certain féminisme très radical. Ce mouvement-là, cette tendance-là est plus ancienne que
piétinement du rôle du père, alors que le père a un rôle essentiel aussi, mais différent. Et la gestation pour autrui, qui n'est pas légalisée en France. Donc c'est les mères porteuses, hein, pour Claire. La pratique des mères porteuses. La GPA est aussi une forme de déconsidération terrible de la maternité et donc en fait de la femme. Parce qu'il faudrait parler aussi longuement de ce que c'est qu'être femme, ce que c'est qu'être homme. Il y a un très bon travail qui s'appelle What is a Woman, qui est un travail de nos amis américains. Je crois que c'est le Daily Wire qui a sorti ce documentaire. J'invite nos auditeurs à aller le voir parce qu'il est formidable. Et il déconstruit justement cette idée absurde qu'en fait on serait indifférencié et qu'il y aurait une indifférenciation de genre. Et il va justement voir les militants directement pour débattre avec eux, quoi. Et ce qui est très impressionnant dans ce documentaire, c'est qu'il montre qu'aujourd'hui, sous du fait du prosélytisme du genre, le prosélytisme woke, enfin même de la propagande, quand dans le documentaire, le journaliste demande à des personnes dans la rue, à des médecins, à plein de personnes, mais qu'est-ce qu'être femme ? Plus personne ne sait répondre, n'ose répondre peut-être devant une caméra, et sans doute beaucoup ne savent plus répondre et n'ont plus la simplicité de dire, mais c'est celle qui peut attendre un enfant qu'elle va porter en son sein. Alors bien sûr c'est plus compliqué que ça, mais disons que ça c'est la réponse évidente que n'importe qui devrait pouvoir donner. Et puis il y a une autre chose, c'est que on nous accuse souvent de donc réduire au biologique, et ce à quoi je réponds toujours que le biologique impacte le psychologique et qu'il ne s'agit pas de dire que nous sommes juste mâles et femelles, nous sommes bien hommes et femmes, c'est-à-dire que toutes les dimensions de notre être sont impliquées dans cette féminité ou cette masculinité, et que tout cela imprime notre manière d'être parce que une femme, elle a une vie cyclique, ce qui n'est pas le cas d'un homme, etc., etc. Et la maternité nous marque, même si on ne devient pas effectivement mère un jour, cette capacité, ce potentiel est constitutif de notre féminité, il en est une part très importante. Or, le féminisme rêve que la femme soit un homme comme les autres, et pour cela, elle est dans le déni de la maternité et qu'elle voit de manière très négative. Et Dieu que ça fait le malheur de bien des jeunes filles et des jeunes femmes. Exactement. Alors justement, ce que je voudrais essayer de comprendre avec le temps qui nous est imparti, c'est donc, là on voit toutes les réactions possibles face à cette propagande, face à cette évolution de la société qui va dans le mauvais sens, parce qu'évidemment ça crée beaucoup de malheur, beaucoup de souffrance. On parlait des suicides, on parlait de la dysphorie de genre aussi, qui est une pathologie, donc des enfants qui ne savent plus ce qu'ils sont, alors qu'en réalité c'est des phases et qu'il faut juste continuer à avancer et puis les choses iront bien. D'ailleurs je suis assez surpris qu'on interdise les tatouages avant 18 ans, qu'on interdise également de voter avant 18 ans, mais qu'on puisse faire une transition de sexe, alors que c'est objectivement une opération extrêmement lourde, avec des conséquences psychologiques énormes aussi. Ouais, alors donc ça, c'est une transition de genre en étant mineur, on peut changer avec l'accord des parents théoriquement, mais ça a été rendu plus compliqué. Le rôle des parents a été réduit par la loi. Au Canada, c'est pénal. Au Canada, si vous n'êtes pas d'accord avec la transition de votre enfant, vous pouvez aller en prison. Mais en France, on peut se voir retirer l'autorité parentale. Alors, un jeune mineur en France peut changer de prénom, peut changer de sexe à l'état civil. C'est fou. Il peut prendre des bloqueurs de puberté. Il peut commencer des traitements hormonaux de réassignation sexuelle. En revanche, théoriquement, il ne peut pas encore subir d'ablation, de mutilation d'organes. Sauf que, par exemple, l'hôpital Robert Debré à Paris ose faire des mastectomies, c'est-à-dire retirer les seins de jeunes filles mineures en totalité et avec remboursement de la sécurité sociale au prétexte de réduction mammaire. Cela, c'est un scandale absolument immense. Oui, mais ça va pas tarder. Au même titre qu'on a à l'époque, nous avait expliqué que le mariage pour tous n'enchaînerait pas de fait la PMA et la GPA, et on le voit que en fait c'est déjà en place. C'est la technique du salami en fait. Alors vous avez raison, tu as raison. On y va en réalité. Le projet de loi, la loi Taubira a été votée. Au départ, il était prévu dans la loi Taubira de légaliser en même temps la PMA sans père, donc la PMA pour les couples de lesbiennes. Ça n'a été fait finalement que 8 ans plus tard, en 2021. Ils ont reculé 3 fois, donc on a considérablement freiné. Et la gestation pour autrui, la pratique des mères porteuses,
Il y avait eu des propositions de loi jusqu'à ce qu'on crée la Manif pour tous en 2011 pour la légaliser. Il n'y en a plus jamais eu depuis. Et la GPA est une longue bataille pied à pied qui aujourd'hui n'est plus sur la légalisation, qui est sur la retranscription des actes de naissance, ou disons la reconnaissance d'une filiation entre les commanditaires et l'enfant des GPA. On se situe sur un plan plus technique parce que pour le moment, ils n'osent plus demander plus. Alors du coup, ils cherchent des contournements. Reconnaître ce qui aurait été fait à l'étranger, par exemple. Ils cherchent à avancer pas à pas. Et dans l'autre sens, je dois dire qu'on n'a pas encore pu obtenir. Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale et on n'a pas pu obtenir que la GPA soit également interdite aux Français à l'étranger. Mais ce que je veux dire par là, n'ont pas été légalisés non plus. La PMA pour les personnes trans, la ROPA, qui est la réception des ovocytes de la partenaire, c'est une forme de PMA pratiquée au sein des couples de femmes et revendiquée par les associations LGBT. Je dis ça pour dire qu'il y a pas mal de revendications qui n'ont pas été légalisées parce que nous nous battons. Sur les transitions, là, il y a une proposition de loi côté Assemblée nationale, une proposition de loi côté Sénat pour les interdire pour les mineurs. Je ne dis pas qu'on va y arriver demain matin, mais honnêtement, je pense que la persévérance, c'est la première des choses qui importe, parce qu'on ne peut pas gagner en 3 mois, mais de poursuivre le combat, de le mener, d'y contribuer de la manière la plus fine et la plus compétente possible, et le fait que s'engagent autour de nous d'autres personnes, alors chacun suivant son univers, ça peut être universitaire, ça peut être journalistique, ça peut être médiatique, ça peut être associatif, peu importe, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent et la situation d'aujourd'hui n'est plus du tout celle d'il y a 12 ans. On a, alors je pense à Marguerite Stern, qui est une ancienne fémène, qui venait dans les mobilisations de la Manif pour tous, à moitié torse nu, avec des inscriptions contre nous, et criant, nous insultant. Aujourd'hui, elle nous a rejoints. Donc il se passe vraiment... Oui, avec une grande mise en danger de son intégrité physique, on le voit, effectivement... elle est menacée, absolument. Ouais. Menacée de mort. Donc c'est quelqu'un de très courageux, et comme tu l'es d'ailleurs, comme vous l'êtes au syndicat de la famille, et bravo de mener ce combat, parce qu'effectivement vous faites reculer de facto ces avancées de la part du camp, je dirais, woke LGBT, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Culturel absolument énorme qu'il faut mener. Et la propagande en face de nous est énorme. En face de nous, ils ont des moyens considérables. Ils ont les moyens de l'État, en fait. Ils sont subventionnés complètement. Il y a un entrisme dans toutes les institutions nationales, que ce soit le défenseur des droits, que ce soit le CESE, que ce soit... mais pour autant, il se passe beaucoup de choses de notre côté. Et comme on dit que c'est les minorités qui changent le monde, on peut se dire qu'à un moment donné, ça va aboutir. Mais il faut avoir un projet alternatif, et j'en doute pas que vous en avez un, mais c'est vrai que la droite a du mal à être force de proposition sur un mode de société alternatif. Est-ce que vous, au syndicat de la famille, vous avez une idée justement, parce que donc là vous êtes dans le combat, dans la réaction et dans le fait de freiner ces avancées, et vous le faites incroyablement bien, surtout au vu des moyens qui sont les vôtres. Mais est-ce que du coup vous avez réfléchi, là demain vous seriez à la tête du pays, vous seriez chargé par exemple du ministère de la famille, voilà, quelles seraient les solutions selon vous pour apporter un antidote à ces avancées, ce qu'on appelle des avancées sociétales? Alors je vais vous dire d'abord, ce serait d'avoir un ministère de plein exercice, c'est-à-dire un ministère qui a réellement du pouvoir, et du pouvoir non seulement sur une administration dédiée à ce sujet de la famille, mais aussi un pouvoir sur les autres administrations pour pouvoir être efficace. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ce serait d'avoir un périmètre très large, c'est-à-dire que pour le moment, quand on parle de famille, politiquement, du moins du côté de la droite. Parce que pour la gauche, c'est toujours pour déconstruire. Quand c'est du côté de la droite, c'est pour mettre des allocations familiales et de la fiscalité un peu plus favorable quand on a des enfants. OK. C'est largement insuffisant. Parce que là, on n'est pas dans le sens. Et donc, un ministère de la Famille, il a besoin de se voir allier la petite enfance, la jeunesse, le grand âge, le handicap, la solidarité. Donc, il y a un ensemble. Ensuite, je dirais qu'une troisième chose, c'est qu'un ministère de la Famille doit être celui qui prend en charge
d'éventuels débats de société, d'éventuelles révisions de la loi de bioéthique. La loi de bioéthique, tous les 7 ans, théoriquement, c'est une révision qui met à jour les textes qui concernent toutes ces décisions ou toutes ces règles à mettre en place pour des pratiques médicales qui posent des questions éthiques. En fait, à chaque fois, c'est essentiellement la PMA, mais on devrait inclure aussi dedans la question de la fin de vie, on devrait inclure aussi la question de l'avortement. Et donc, tous ces sujets, au lieu d'être traités comme ça l'est à chaque fois par le ministère de la Santé, qui est le moyen et non la fin, tous ces sujets qui concernent la procréation, la filiation, le respect de la personne la plus vulnérable, et qui engagent fortement la famille. Les personnes âgées sont d'abord accompagnées par leur famille et ont besoin de leur famille avant tout. Eh bien, tout cela devrait être porté par un ministère de la Famille. Donc déjà, il faudrait changer d'échelle. Et puis ensuite, il y a des mesures à prendre pour changer les choses, des mesures qui peuvent être assez consensuelles et rassembleuses, parce que les Français plébiscitent la famille. J'allais dire aussi des mesures de bon sens. Il y en a beaucoup qu'on peut... nous, on en a élaboré, on a présenté récemment à des parlementaires 85 propositions pour la famille, mais on peut en élaborer beaucoup qui touchent à plein de domaines différents et qui peuvent changer la donne. Et puis bien sûr après, dans ces propositions, il y a des aspects plus pratiques, des aspects qui concernent plus l'éducation, des aspects qui concernent davantage le couple, d'autres qui concernent l'anthropologie davantage, la procréation, enfin... mais tout cela constitue un ensemble qui doit être cohérent. Toutes les politiques publiques impactent la vie familiale, rendent facile ou difficile le fait de se mettre en couple, le fait donc de se marier, le fait d'accueillir un enfant, le fait d'éduquer l'enfant. Ou alors rendent plus compliqué la vie familiale, et donc la possibilité de fonder une famille et d'accueillir des enfants. Et toutes nos politiques publiques impactent. Et dans l'autre sens, la famille impacte toute la vie de notre société et engage son avenir. Et donc on voit bien que là, il faut changer de braquet, changer de paradigme, changer d'échelle. Et c'est ce sur quoi nous intervenons tous les jours auprès des politiques. Mais c'est vraiment une culture, un message, une vision à leur faire entendre. Et après, il y a une mise en œuvre qui peut-être, et sur laquelle on a beaucoup d'idées, une mise en œuvre très concrète, parce qu'après, bien sûr, il faut rentrer dans le concret, mais il faut d'abord comprendre les enjeux et savoir où on veut aller. Oui. Et l'assumer. Le problème de nos politiques... on y vient. Le problème de nos politiques, c'est la difficulté à assumer. La gauche assume des positions extrêmement doctrinales, extrêmement clivantes, assume de faire scandale, mais la droite, non. Disons, à une large majorité, la droite ne l'assume pas. En fait, elle a un côté bien élevé. Oui. Pas militant. Elle n'ose pas. Alors, c'est vrai que la plupart des médias sont à gauche, mais enfin, les choses changent. Ouais, de moins en moins. Hein. Ça a bien évolué, c'est vrai. Hein. Exactement. Donc, il faut y aller. Mais on a peut-être aujourd'hui une génération de politiques, enfin, ceux qui sont aux affaires, ou qui sont susceptibles d'y être trop âgés. En tout cas, c'est des réflexes, des vieux réflexes. Ah, c'est hyper intéressant parce que justement, j'avais demandé qu'est-ce qui manque à la classe politique pour réagir sur cette thématique-là, parce que tu le disais, donc c'est un changement de prisme culturel. La droite doit se réapproprier le combat culturel pour justement, parce qu'il ne s'agit pas que de la famille ou de l'affiliation. C'est un projet de civilisation, enfin en tout cas, c'est un projet politique à long terme, de changement global. Et justement, moi j'ai déjà entendu... qu'est-ce que tu as envie de répondre à des politiques qui diraient, de manière très pragmatique, parce que je crois qu'on pêche aussi par pragmatisme, parfois à droite, on manque d'ambition, on manque de vision et de rêve. Il y a des gens qui sont très pragmatiques, mais au sens presque obtus du terme, et qui peuvent dire par exemple, oui, mais tout ce qui concerne les sujets sociétaux, on perd dans les sondages, ça n'intéresse pas les suffragants, et donc du coup on ne l'aborde pas. Et donc ne pas l'aborder, c'est laisser le terrain, de fait. Parce qu'ils n'ont pas fait un sujet. C'est-à-dire que la gauche, elle vend du rêve, qui est en fait de l'utopie, qui est en fait complètement idéologique, mais la gauche, elle vend du rêve. Et elle fait de ce rêve, de ses objectifs, elle sait rendre ses objectifs attractifs, attrayants, et elle en fait un but d'égalité, d'inclusion, de diversité. La droite ne sait pas faire ça.
C'est juste incroyable. Mais encore une fois, la droite est dans une zone de confort qu'elle veut garder. Sociologiquement, c'est ça qui se passe. Et d'ailleurs, il y a des études très intéressantes qui ont été faites sur la psychologie des électeurs de droite ou de gauche. Les électeurs de gauche sont moins heureux dans la vie que les électeurs de droite. Je ne vous dis pas que, ça se joue pas avec des différences énormes, mais il y a des différences constantes. Et donc, ça veut dire qu'à gauche, on a une espèce de recherche, un besoin, quelque chose qui manque, un mal-être... qu'on trouve moins à droite. Alors, à droite, la vie est dure aussi. Je veux dire, la vie est difficile pour tout le monde. Hein. Oui. Ouais, c'est intéressant. Mais il y a un peu une zone de confort du côté de la droite. Et je crois, moins de travail aussi. Et il n'y a pas cette volonté d'y arriver. Et en plus, il n'y a pas la foi. C'est-à-dire, je pense que la droite ne croit pas pouvoir y arriver. Elle ne se sent au fond pas légitime dans ses rêves. Oui. Donc elle n'y croit pas, et quand on n'y croit pas... ça n'existe pas. Ça n'existe pas, on ne risque pas d'y arriver. Or, encore une fois, si on parle de la famille, les Français plébiscitent la famille, plébiscitent la solidarité, plébiscitent la fraternité, etc. etc. Donc, on peut. C'est vraiment une question de volonté. Alors, pour avoir cette volonté, il faut d'abord y penser, d'abord y réfléchir. Il faut la visualiser, tout à fait. Exactement. Et puis après, il faut savoir l'exprimer, la dire, la présenter. Mais j'allais dire, sur des sujets comme cela, c'est beaucoup plus facile. Quand on voit ce que fait la gauche, ses objectifs à elle sont beaucoup plus difficiles d'une certaine manière. Si ce n'est qu'elle utilise les moteurs de l'envie, de la jalousie, de la victimisation, elle déresponsabilise, c'est gravissime. D'ailleurs, je dis droite et gauche, peut-être qu'il faudrait que je dise... alors, je pourrais dire progressiste pour parler de la gauche. Ah ouais, mais là, on leur donne un bon point, là, ça va pas. Non, mais la sémantique est hyper importante. Le progressisme, c'est comme la différence entre l'égalité et l'égalitarisme. Le progressisme, c'est croire que tout ce qui est nouveau est un progrès et accepté par principe, alors que tout dépend de ce qu'on en fait. Bien sûr. D'accord. Je le dis dans le sens négatif. Compris. Mais c'est vrai qu'il nous manque un peu les bons mots, parce que Emmanuel Macron dit toujours qu'il est progressiste, et il oppose progressiste et conservateur. À vrai dire, mettons que d'un côté on puisse parler des progressistes en parlant de la gauche ou du gauchisme. Du côté de la droite, parler de conservatisme, ça va être compliqué quand même. Ouais. Ils veulent rester, je dirais que d'une manière générale, ils ont envie de rester là où ils sont, ou là où on en est. Pas prendre de coups. Ils veulent surtout pas sortir des sentiers battus, ils veulent surtout pas s'exposer. Et surtout pas que les journaux ou les médias de gauche puissent leur dire vous êtes d'horribles droitards, parce que c'est ça en fait qui les immobilise, j'ai l'impression. D'ailleurs, la droite décomplexée, c'est la terminologie donnée par la gauche de la droite décomplexée. Ouais. La droite décomplexée. Mais oui. Donc la droite qui n'est pas complexée d'être à droite, c'est scandaleux. C'est incroyable. Non, mais oui, c'est fascinant. Mais oui, c'est vrai, mais c'est hyper intéressant. Je suis passionné par les sujets de sémantique. J'ai découvert ça avec Orwell 1984 et le mystère de la vérité. Et en fait, tout est question de sémantique parce que quand on maîtrise les mots, et ben en fait, on maîtrise la pensée. Et effectivement, ce concept de droite décomplexée, c'est absurde. Enfin, c'est très inquiétant en réalité. Tout le vocabulaire par la gauche parce que la gauche pense. Alors, elle a les moyens de financer des gens qui pensent aussi. Elle fait travailler des universitaires, elle fait travailler des cabinets de conseil. Et parce que la gauche n'a pas peur effectivement de créer des ponts, de faire des alliances même parfois hors normes, ce qu'on avait pu voir là aux législatives avec le nouveau Front Populaire, avec le PS qui salue à LFI. Et en fait, ils n'ont rien à faire des commentaires de leurs adversaires. Ils ont un programme, ils ont un calendrier et ils avancent. Peu importe les conditions pour faire avancer justement ce calendrier, ils y vont et ils en ont cure en fait de ce qu'on peut dire de là où la droite elle-même est dans l'attente perpétuelle de ce qu'on va en dire, d'un potentiel article de Libé, parce que ça je sais les dégâts que ça peut avoir dans les environnements à droite, alors qu'en réalité Libé, je le rappelle, ceux qui ont fait la promotion de la pédophilie dans les années 80 et surtout aujourd'hui ils sont quasiment lus par personne parce qu'honnêtement ils sont tellement idéologisés que ça devient presque drôle, mais ça a encore de l'impact, ces labels-là ont encore des conséquences, et la droite en meurt, en fait, on meurt, et la France en meurt, en fait, de fait. Et en fait, il y a France Inter, France Culture, France Info, TF1, France 2, France 3 et Libération. Si je fais très court, ce sont les plus militants
Mais qui c'est ça? Le Français lambda, il se dit France Télévisions, c'est la France, France Télévisions, c'est bon. Pourquoi il serait autant idéologisé? Ce qui est service public, alors il faut une majorité qui en a la capacité, mais il y aurait une parfaite légitimité. Il faut oser briser ce service public, ou en tout cas le rendre soit ouvert à un débat bien réel avec les différents courants. Il faut complètement changer de braquet, mais ça n'a pas été fait depuis des dizaines d'années, alors que le problème n'est pas récent. France Inter fait une peur quand même incroyable, parce qu'il y a un effet d'entraînement, Libération, France Inter, Le Monde... Oui. Donc c'est validé, donc c'est acté, donc c'est des institutions, donc c'est repris par d'autres, etc. Complètement, ils sont tétanisés. Et donc du coup, la situation s'aggrave et on s'embourbe. Donc, mais on va y arriver. Moi, je suis convaincu. Alors déjà, ça aussi, après, je pense que ça va beaucoup changer, parce qu'avec la situation économique du pays, malheureusement, les subventions, à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Donc j'ai l'impression que avec, je disais, 6% de déficit, 3 000 milliards de dettes, à un moment donné, on va plus pouvoir financer tout et n'importe quoi. On parlait de bataille culturelle, il y a beaucoup de films qui servent aussi à faire de la propagande, sans parler évidemment de service public, c'est 4 milliards d'euros, France Télévisions. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer. Il y a aussi une dénonciation de cet axe, de ce prisme idéologique qui est fait. Mais c'est sûr que le combat est grand, et merci de le mener. J'aimerais bien aborder un sujet qui m'est cher, qui est peut-être un peu plus personnel, mais qui justifie aussi peut-être ce combat qui est le tien, justement pour la défense de cette idée de la famille, et donc de fait du pays. Est-ce que... parce qu'il y a forcément des jours où on est un peu défaitiste, on est un peu morose, parce que c'est vrai qu'à droite, on aime bien se critiquer, puis on aime bien broyer du noir, même si de fait, il y a des gens qui agissent. C'est pour ça qu'on a créé Impact, et c'est pour ça que vraiment, je te remercie d'être venu. Quel rôle joue ta foi dans ton combat au quotidien ? Alors en fait, Benoît XVI disait très bien, et avant lui Jean-Paul II, d'ailleurs le pape François l'a sans doute dit aussi, la foi et la raison se rejoignent. Et donc, comment expliquer ? Tout ce que je défends, c'est vraiment la réflexion de la raison. C'est l'expérience de la réalité, l'acceptation de la réalité, l'acceptation aussi des limites, c'est vrai, de la condition humaine. Et évidemment, avec le regard de la foi, tout cela est encore plus beau. De tout cela, on peut rendre grâce. C'est d'autant plus précieux, il faut d'autant plus le défendre. Mais il y a une cohérence d'ensemble, mais même quelqu'un qui n'a pas la foi peut mener exactement ce même combat. Simplement, il faut l'honnêteté intellectuelle pour voir ce qu'il en est. Voilà, mais bien sûr, la foi donne un sens encore plus fort. Et d'ailleurs, sur les sujets, sur ces enjeux, tout est dans la Genèse. C'est assez bouleversant. En quelques paragraphes, tout est dans la Genèse. Hommes et femmes, il les créa, etc., etc. Et donc, moi, je me sens très en accord avec ma foi catholique. Et évidemment, et puis la foi donne l'espérance aussi. Et tout cela contribue ou nous donne aux uns et aux autres cette capacité à poursuivre coûte que coûte, à y croire encore et toujours, à ne pas se décourager. Cela nous porte. Mais disons que ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement une question de foi. Alors, si c'était évidemment contradictoire avec ma foi, je n'aurais pas été défendre ce qui aurait pu l'être. Non, mais c'est un combat monstrueux, c'est herculéen ce que vous faites. Donc, il y a forcément à un moment donné un supplément d'âme, une transcendance qui fait que vous dites qu'il y a quelque chose à aller chercher et il y a une raison de se battre. Oui, non, mais absolument. Et puis, ce que nous défendons, c'est ce qui a été créé par Dieu. Et encore une fois, c'est dans la Genèse, et qui a un sens tellement incroyable quand on le respecte, quand on le comprend. D'ailleurs, l'Église catholique est l'institution qui a le plus réfléchi sur ces questions-là. Ouais. Et quand on lit les textes de l'Église, c'est extraordinairement intéressant. En revanche, en philo, c'est intéressant, en philo sur l'homme et la femme, la féminité et la masculinité, il n'y a quasiment rien. Et donc on voit bien que
c'est vraiment... Les Lumières n'ont rien écrit sur le sujet. Non, c'est étonnant. C'est bien le sens de la création de l'homme par Dieu, de l'homme avec un H majuscule, de l'être humain par Dieu. Voilà, et donc cette cohérence, mais ça me fait aussi considérer que tôt ou tard, on sortira de cette idéologie. Oui. Il ne peut pas en être autrement. Mais entre-temps, nous sommes vraiment David contre Goliath. Enfin, je veux dire, on est David tout petit avec rien, nos 10 petits cailloux. Et Goliath est assez terrifiant, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on se laisse impressionner. Et puis je dois dire une autre chose, c'est que dans ce combat, on est amené à rencontrer... d'abord, pour moi, il y a une chose qui me guide très fortement, c'est toutes les personnes qui sont victimes de cette idéologie, au premier rang desquels les enfants. Ça, c'est... tous ceux qui sont sous emprise, qui sont paumés, qui sont perdus, voire victimes de manière très grave. Mais par ailleurs, dans ce combat, on rencontre beaucoup d'horreur, ça, bien entendu, mais des belles personnes, courageuses, généreuses, intelligentes, bosseuses, dévouées, je ne sais pas, qui mettent... Et ça, c'est une joie incroyable. Eh bien, parfait. Merci. Dernière, du coup, parce qu'on parlait de David et Goliath, et après, je pourrais te libérer. Vraiment, merci d'être venu. Ils sont légions à venir maintenant, les jeunes, justement, qui font abstraction du politiquement correct, et en tout cas qui ont à cœur, justement, d'améliorer la situation du pays. Le combat n'est pas simple. Il est clair qu'il va y avoir du travail. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces jeunes qui nous écoutent, même à ces moins jeunes, mais qui veulent s'engager? Voilà, de quoi est fait demain et de quelles armes ils ont besoin d'avoir pour justement réussir à redresser la barre, selon toi? Alors, je dirais que la première des armes, c'est d'avoir conscience du fait qu'il faut persévérer. On ne pourra gagner que si on persévère. Et j'allais dire, c'est notre première difficulté. Bien sûr, dans la vie, il y a des moments où on peut plus ou moins se consacrer à ces enjeux, mais dans la durée, il faut persévérer. Pour faire très court, les associations LGBT, elles combattent depuis des dizaines d'années. Ouais. Si je suis un peu méchante, parfois il m'arrive de dire qu'il y a des personnes qui ont manifesté avec la Manif pour tous 2 fois, ils ont l'impression qu'ils ont fait la guerre, et puis ils se sont arrêtés là, au motif qu'ils avaient perdu et qu'on avait perdu sur la loi Taubira. Oui. Sauf qu'en fait, vu l'état de la société, en réalité, ce n'était pas en 3 mois, 6 mois ou 3 ans qu'on pouvait gagner. Oui. Il y a une autre chose qui me paraît très importante, c'est de se former. C'est-à-dire, ça peut être très simple, lire, regarder Impact, se tenir au courant, se tenir au fait. Quand on n'est plus au fait, alors on ne voit plus les choses, on finit par faire un peu la politique de l'autruche, et ça c'est catastrophique. C'est ce qu'ont fait les générations qui nous ont précédés, en vérité. Elles ont mené leur barque dans un monde qui n'était pas forcément évident, qui était plus facile que le nôtre quand même, et elles ne se sont pas beaucoup préoccupées de ce qui se passait autour. Bien sûr, il y en a eu, mais il faut qu'on soit... une fois qu'on est conscient des choses, il faut persévérer, se former, et après trouver le moyen, qui peut être même très modeste, d'agir, ne serait-ce qu'avec des dons, mais ou en donnant un peu de temps, ou en étant actif sur les réseaux sociaux. Twitter, c'est un lieu de combat politique important. Voilà. Chacun peut trouver sa manière d'agir, la manière d'agir qui lui convient, et chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Personne ne peut penser qu'il n'apportera pas au combat. Magnifique. Ben voilà. On ne peut pas faire mieux comme conclusion. Donc agir, agir, agir pour le bien de la cité. Merci beaucoup, Ludovine, de cet entretien formidable. J'invite tous nos auditeurs à aller voir évidemment les travaux du syndicat de la famille. Il y a beaucoup de combats à mener. Votre soutien financier, militant, votre temps, votre énergie est nécessaire justement pour aider à faire évoluer la société dans le bon sens. Et donc n'hésitez pas aussi à soutenir Impact. Partagez cet entretien, abonnez-vous, commentez, faites-nous part de vos réactions, car voilà, c'est grâce à vous aussi qu'on arrive à avoir des invités aussi prestigieux que Ludovine. Donc je vous remercie encore d'être venu sur Impact. À très bientôt. Merci beaucoup, Romain. Merci, à bientôt.